Dans le parc de la Villette, une maman célibataire nommée Amélie a sauvé un homme riche, Peter, qui était enterré vivant sous la terre. Ce qu'il lui a murmuré les a fait pleurer tous les deux. Au crépuscule, une lumière douce et dorée traversait les arbres. Amélie, une maman d'une trentaine d'années, marchait avec son fils Théo, qui serrait sa main très fort. Leurs chaussures faisaient crisser les feuilles mortes, et l'air sentait l'herbe humide et la mousse. Chaque jour après l'école, ils se promenaient dans ce parc. C'était leur moment calme, loin du bruit de la ville. Théo courait devant, son sac à dos sautillant sur ses épaules. « Maman, regarde !» cria-t-il en montrant une racine tordue qui ressemblait à un dragon endormi. Il courut vers elle, mais trébucha et tomba avec un petit cri. Amélie se précipita vers lui. « Ça va, mon cœur ?» Avant que Théo ne réponde, un son étrange brisa le silence, une voix faible, comme un chuchotement. « De l'eau, s'il vous plaît. » Amélie s'arrêta net. Elle regarda autour d'elle. Personne. Rien. Juste le bruissement des feuilles et les grands yeux effrayés de Théo. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle s'agenouilla et écarta les feuilles là où Théo était tombé. Ses doigts touchèrent quelque chose de froid, une grille en métal, rouillée, cachée sous les racines. « Bonjour » appela-t-elle. Pas de réponse, puis un faible gémissement. Amélie réagit vite. Elle prit la bouteille d'eau dans son sac, dévissa le bouchon et versa un filet d'eau à travers la grille. En bas, on entendit quelqu'un boire, tousser, puis respirer fort. « On va vous sortir » dit-elle. Sans outil, elle creusa avec ses mains. Ses ongles se cassèrent, ses paumes s'écorchèrent. Théo, tout près, lui tendit un bâton pour l'aider. Peu à peu, la terre céda, révélant une trappe rouillée. Amélie glissa ses doigts dessous et tira de toutes ses forces. La trappe grinça. Avec un dernier effort, elle s'ouvrit. Une bouffée d'air chaud et nauséabond s'échappa. Amélie toussa, les yeux pleins de larmes, et regarda à l'intérieur. Un homme était là, à peine conscient, ses vêtements déchirés, sa peau pâle couverte de sang et de boue. Il essaya de bouger, mais retomba en grognant. « Donne-moi ta main » dit Amélie. « Allez, je te tiens. » Il leva faiblement le bras. Elle l'attrapa, se cala bien, et le tira vers le haut de toutes ses forces. Il sortit du trou comme un fantôme, respirant à peine. Amélie l'allongea sur le sol. Ses lèvres remuèrent. Elle se pencha et entendit « J'avais une famille. Mais celui en qui j'avais le plus confiance m'a enterré vivant. » Puis il s'évanouit. Amélie toucha son cou. Il vivait, mais il était faible. Elle l'enveloppa dans le poncho de Théo et sortit son téléphone. Pas de réseau. Elle regarda Théo. « On l'emmène à la maison. » Théo hocha la tête sans hésiter. Amélie savait que ce moment changeait tout. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais ces mots portaient une douleur si vraie que son histoire était loin d'être finie. Derrière leur petite maison près du parc, une cabane en bois grinçait sous le vent. C'était un endroit isolé, loin des voisins et de la rue. La cabane n'avait pas servi depuis longtemps. Avant, elle contenait des outils, des pots de peinture, un vieux vélo trop petit pour Théo. Maintenant, elle abritait autre chose. Un homme que tout le monde croyait disparu, enveloppé dans des couvertures, allongé sur un lit de fortune. Amélie se tenait à l'entrée, son souffle visible dans l'air frais. Elle jeta un œil vers la maison où Théo dormait, une petite veilleuse allumée dans sa chambre. Avant de sortir, elle avait embrassé son front et murmuré « Maman va juste vérifier le jardin. » Théo s'était retourné, encore dans ses rêves. Dans la cabane, elle posa une lampe qui projetait une lumière dorée sur les murs en bois, éclairant des étagères pleines de bocaux oubliés et d'outils de jardin. Elle regarda l'homme. Elle l'avait appelé Peter, juste pour lui donner un nom dans ce silence. Son visage était rouge, trempé de sueur. Il tremblait sous les couvertures. Quand il bougea, sa voix cassée murmura « Clémence, Verina, trahison ». Les noms glissèrent de ses lèvres comme des aubres. Amélie s'agenouilla près de lui. Elle toucha son poignet, son pouls était rapide, désordonné. Elle reconnut les signes de la fièvre. Elle rassembla des linges, prépara des tisanes avec des herbes, de l'aquilée contre l'infection, de l'écorce de saule pour la douleur, des fleurs de sureau pour la fièvre. Elle fit bouillir de l'eau sur un petit réchaud et mélangea les herbes, comme elle l'avait fait pour son mari, Thomas, avant qu'il ne parte. Le souvenir faisait mal, mais le geste la réconfortait. Quand la tisane fut tiède, elle en donna quelques gouttes à Peter. Il tressaillit, puis but avidement, gémissant en avalant. « Doucement, » dit-elle. « Pas trop vite. » Il murmura quelque chose, mais elle ne comprit pas. « Je ne sais pas qui sont Clémence et Verina » chuchota-t-elle en écartant ses cheveux humides. « Mais tu es en sécurité maintenant. » Les mains de Peter tremblaient,
ses ongles encore pleins de terre. Son visage était creusé, ses poignets marqués de traces rouges, comme s'il avait été attaché. Amélie comprit, cet homme n'était pas là par hasard. Quelqu'un l'avait emprisonné. Mais qui? Et pourquoi? Plus tard, elle revint avec une soupe simple, bouillon, carottes, quelques pâtes. Peter était trop faible pour manger seul, alors elle l'aida, cuillère par cuillère. Il ne parlait pas, mais ses yeux s'ouvrirent, plus clairs. Ils croisèrent les siens, pleins de gratitude et de fatigue. Amélie ne posa pas de questions. « Tu n'as pas besoin de parler, dit-elle. Deviens juste plus fort. C'est tout ce qui compte. » Dehors, le vent soufflait. Une branche tapait contre la vitre, comme un avertissement. Amélie réalisa ce qu'elle avait fait. Elle avait caché un inconnu, menti à son fils. Elle pensa au nom murmuré par Peter, Clemens, Verena. Était-il sa famille, ses amis, ses ennemis? Elle retourna à la maison, vérifia que Théo dormait, puis revint dans la cabane. Elle passa la nuit là, assise sur une chaise, somnolent d'un œil. À un moment, Peter murmura, « Il pense que je suis mort. » Amélie sursauta. « Qui ?» Ses yeux s'ouvrirent juste un instant. Ceux en qui j'avais confiance. Puis il se rendormit. Amélie resta silencieuse, ses mots pesant sur elle. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu faire disparaître cet homme. Amélie comprit qu'en le sauvant, elle avait déterré un secret dangereux. Sous la lumière douce de la lampe à huile, Peter bougea pour la première fois depuis des heures. Amélie, qui venait de changer le linge humide sur son front, s'arrêta, le souffle court. « De l'eau » murmura-t-il, sa voix faible mais claire. Elle l'aida à s'asseoir, soutenant son dos. Il tremblait, mais ne résista pas. Elle porta un vieux gobelet à ses lèvres. Il but lentement, toussa, puis but encore. Ses yeux semblèrent s'éclaircir. Ils balayèrent la cabane, puis se posèrent sur Amélie. « Tu es en sécurité, » dit-elle doucement. « Je t'ai trouvé dans le parc, sous la terre. Tu te souviens ?» Peter cligna des yeux, hocha faiblement la tête. « Je devrais être mort, » chuchota-t-il. Amélie déglutit. « Raconte-moi, si tu peux. » Peter s'appuya sur les couvertures. Sa voix était faible, mais ses souvenirs clairs comme du cristal. « J'étais patron d'une grande entreprise, » commença-t-il. « On construisait des cliniques, on aidait les gens pauvres à avoir des médicaments. Je pensais qu'on faisait du bien. » Amélie écoutait, immobile. « Ma femme, Verena, était tout ce que je voulais, belle, intelligente. Et mon meilleur ami, Clemens, gérait l'argent de l'entreprise. Je lui faisais confiance comme à un frère. » Il s'arrêta, son visage crispé par la douleur. « Une nuit, je suis rentré tôt. La maison était silencieuse. À l'étage, j'ai entendu des rires. Verena et Clemens, ensemble. » Amélie sentit son cœur se serrer. Ils n'ont pas nié. Ils ont tout avoué. Ils voulaient mon argent, mon entreprise. Ils avaient volé des millions, caché l'argent à l'étranger, falsifié des contrats. Peter ferma les yeux. J'ai dit que j'allais prévenir la police. Clemens a paniqué. Il a pris un tisonnier près de la cheminée et m'a frappé. Il toucha une blessure sur sa tête. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une boîte sous la terre, attachée, sans lumière. Juste un tuyau pour respirer. Ils pensaient que j'étais mort. Ils ont dit à tout le monde que j'étais partie en voyage. » Sa voix se brisa. « Mais ce n'est pas tout. J'ai un fils, Jonas, 12 ans. Ce soir-là, je lui avais promis de rentrer pour dîner, pour construire une fusée en jouet. Je n'y suis jamais rentrée. » Une larme coula sur sa joue. « Je n'ai pas pu lui dire que je l'aime. » Amélie prit sa main. « C'est la pensée de Jonas qui m'a gardée en vie. Dans le noir, je répétais son nom. Et puis, je t'ai entendu. » Amélie hocha la tête, les yeux humides. « Je t'ai entendu aussi. Et je ne te laisserai pas. » Dans cette petite cabane, entourée d'outils rouillés et d'une odeur de terre mouillée, un homme trahi commençait à revivre, porté par l'amour qu'il gardait au fond de lui. Depuis cette nuit, l'ambiance entre Amélie et Peter changea. Elle n'avait plus peur de la cabane, ni du regard hanté de Peter. Elle lui apportait de la soupe tous les soirs, des couvertures propres, des vêtements. Sa gentillesse n'était plus un devoir, mais un lien. Un après-midi, alors qu'Amélie pliait du linge dans le salon, Théo entra en courant depuis le jardin. « Maman, la roue de mon camion de pompier est encore cassée. » Avant qu'elle ne réponde, Peter apparut dans l'encadrement de la porte, marchant prudemment. Il s'agenouilla près du jouet. « Je peux regarder ?» demanda-t-il doucement. Théo regarda sa mère. Amélie hocha la tête. Avec précaution, Peter examina le camion, ajusta l'axe,
avec un vieux tournevis, remit la roue en place. Théo sourit. Merci, tonton Peter, lança-t-il avant de courir jouer. Amélie resta figée un instant. Tonton Peter, ça sonnait si naturel. Ce soir-là, après avoir couché Théo, Amélie prépara du thé. En revenant dans le salon, elle s'arrêta. Sur la table, elle vit la vieille veste déchirée de Théo, qu'elle voulait jeter. La déchirure avait disparu, réparée par des points parfaits. Elle se tourna lentement. Peter était près de la fenêtre, une tasse à la main. « Tu as cousu sa veste », dit-elle doucement. Peter haussa les épaules. « Ma mère m'a appris à coudre quand j'étais petit. Je voulais qu'il l'ait. Certaines choses peuvent encore être réparées. » Amélie s'assit près de lui. Un silence confortable s'installa. « Il t'aime, tu sais, » dit-elle. Peter baissa les yeux sur sa tasse. « Il me rappelle Jonas. Pas son visage, mais sa façon de parler, de faire confiance. » Ce soir-là, ils dînèrent simplement, un ragoût de poulet et du pain. Théo raconta des histoires d'école en riant. Peter écoutait, souriait même. Amélie les observait, le cœur serré d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après que Théo fut couché, elle resta à table avec Peter. Les assiettes attendaient. « Merci, » dit-elle. Peter la regarda. « Pourquoi ? D'être là ? D'essayer ?» Sa voix baissa. « Tu es la seule à t'être souciée de moi. » Amélie hésita, puis parla doucement. « Mon mari, Thomas, avait un cancer. Tout est allé vite. 6 mois entre le début et la fin. Je m'occupais de lui tous les jours, je le lavais, je le nourrissais, je lui tenais la main quand il souffrait. » Peter écoutait en silence. « J'ai vu l'homme que j'aimais s'éteindre. Mais il n'était jamais seul. J'ai juré que personne ne devrait affronter ça seul. C'est pour ça que je ne t'ai pas laissé dans ce trou, Peter. C'est pour ça que je suis resté. » Peter tendit la main, effleura la sienne, pas par amour, mais pour partager une compréhension. « J'aurais pu mourir là-dedans, » dit-il. « Mais tu m'as écouté. » Amélie sourit, sa voix à peine audible. « Et toi, tu voulais vivre. » Dans cet instant, entre leurs blessures et leurs espoirs, quelque chose naquit. Pas encore de l'amour, mais une connexion rare, 2 cœurs brisés qui battaient ensemble. Semaine après semaine, Peter reprenait des forces. Son corps se souvenait comment vivre, et son esprit devenait plus vif. La cabane n'était plus juste un refuge, c'était son bureau de guerre. Amélie apporta un vieux tableau en liège où Peter accrochait des papiers, des reçus, des dessins de chronologie. Sur un bureau, son carnet abîmé était ouvert, rempli de notes, de noms, de mots de passe qu'il avait mémorisés. Il passait des heures à retracer ses derniers jours, une fête où il avait vu Clemens murmurer avec Verena, un voyage d'affaires qu'il l'avait forcé à faire seul, un séjour médical qu'il lui avait offert. Il se souvenait de leur dispute finale, les yeux froids de Verena, Clemens criant qu'il ne comprenait pas la loyauté. Puis le coup. Amélie savait quand aider et quand le laisser seul. Ce jour-là, elle regarda par-dessus son épaule des documents financiers qu'il avait récupérés avec un vieux mot de passe. « Ce sont des transferts que je n'ai jamais approuvés, » murmura Peter. « Des sociétés fantômes, des comptes que je n'ai jamais autorisés. » Amélie hocha la tête. « Tu as parlé de Daniel, qui gérait des comptes à la Banque Nord. » Les yeux de Peter s'illuminèrent. « Oui, on lui faisait confiance. J'ai trouvé son profil en ligne hier. J'ai envoyé un message anonyme. » Quelques heures plus tard, ils eurent une réponse. Daniel ne posa pas beaucoup de questions. « Peter, si c'est vraiment toi, dis-moi le nom du chien qu'on a sauvé sur un toit en 2012. »« Crisco, » répondit Peter. « Tu disais qu'il ressemblait à un pain mouillé. » Un silence, puis Daniel, ému, dit « Mon Dieu, il disait que tu étais mort. » Peter raconta tout, brièvement, sans drame. Daniel, loyal, promit d'aider. Ils découvrirent que 12 comptes de Peter avaient été vidés en 3 mois, l'argent envoyé dans des comptes à l'étranger. Les signatures étaient les siennes, mais trop parfaites. « Ils ont imité ta signature, » dit Daniel. « Ils n'ont laissé aucune trace. »« Maintenant, si, » répondit Peter. Avec Amélie, ils imprimèrent chaque document, surlignèrent les erreurs, les dates qui ne correspondaient pas. Une signature était datée 2 semaines après que Peter avait été enterré. C'était une preuve. Mais Peter voulait tout, chaque mensonge, chaque preuve. Ils tendirent un piège. Amélie installa un enregistreur sur un vieux téléphone. Ils créèrent une fausse identité, un employé de banque étranger, et contactèrent Anne, l'ancienne assistante de Peter, pour vérifier une signature.